qui est présenté par un pays. Chaque pays a droit à un commissaire. Là, dans cet organe-là, quand on vote, par exemple, chaque pays, le plus grand comme le plus petit comme le plus grand, il a une voix. Et donc, la Belgique, par exemple, est un pays moyen, petit moyen. Bon, la Belgique a la même voix que la France, l'Allemagne, et il est évident que dans cette discussion, on doit s'abstenir, en fait, de défendre les intérêts de son pays. On doit défendre les intérêts de tous les Européens et de tous les citoyens européens. Par exemple, on nous a appelé, tous les mercredis, il y a la réunion du collège, il m'est arrivé de prendre des sanctions contre les entreprises belges qui n'avaient pas respecté les lois de la concurrence. Donc, c'est extrêmement important. Voilà les trois aspects. Alors, qu'est-ce que ça représente? Je dois malheureusement couper au cours. Qu'est-ce que ça représente, l'Europe, pour nous Belges et pour nous citoyens? D'abord, je l'ai dit, l'Europe c'est une union de valeurs. Chaque pays a son histoire propre, mais les valeurs fondamentales sont communes à tous les États membres. Je l'ai dit, c'est démocratie, droit de l'homme, égalité, liberté, tolérance et solidarité. Donc c'est un marché unique. Dans ce marché unique, en fait, un Belge peut aller vendre à Malte, un Maltais peut venir vendre en Belgique. C'est un marché unique. Une entreprise belge peut se déployer partout en Europe et vice-versa. Ce marché unique est important. Pourquoi? Parce qu'il représente en fait une population de consommateurs de 508 millions de consommateurs. Pas n'importe quel consommateur. Ce sont des consommateurs qui ont un niveau de capacité financière qui est relativement élevé par rapport au reste du monde. Le fait que ce soit un marché unique, c'est un marché qui intéresse évidemment toutes les grandes puissances économiques du monde. Et par ce biais-là, comme on est européen dans ce marché unique, on a évidemment beaucoup plus facile de pénétrer dans les autres marchés mondiaux. Donc c'est extrêmement important. Le poids de l'Union européenne, par exemple, à l'Organisation mondiale du commerce, est un poids très lourd, extrêmement important. Ce qui est important aussi de se souvenir, c'est que c'est l'Union européenne, c'est dans cette maison-ci, essentiellement, et à la Commission, que se décide, que se décrète tout ce que l'on appelle les standards ou les normes que l'on va obliger les autres pays qui veulent venir sur notre marché à respecter. Si par exemple, quand les Chinois ont voulu inonder le marché européen de jouets dont les composants étaient interdits parce que dangereux pour la santé par les normes européennes, les Chinois ont dû retirer tous ces jouets et ont dû changer leurs composants. Galiléo, tout ce qui touche par exemple à la téléphonie, la mobilophonie, c'est nos normes. Ce n'est pas les normes américaines, ce n'est pas les normes japonaises, ce n'est pas les normes chinoises, ce n'est pas les normes coréennes, c'est les normes européennes qui s'imposent, ce qui fait dire que l'Europe est une puissance normative. C'est elle en réalité qui impose au reste du monde ces normes qualitatives. C'est extrêmement important. Et ça nous donne évidemment un avantage extrêmement important. Alors, pour nous Belges, pour nos citoyens, parfois il y a des jeunes étudiants qui me demandent mais quel est l'avantage pour la Belgique? Ben, d'abord, je vous ai dit que l'avantage immense pour tous les Européens, c'est la paix. Ça, cette paix, elle est évidemment importante. Nous sommes super protégés de ce point de vue-là. Mais, pour la Belgique, vous devez savoir que la Belgique est l'endroit où il y a le plus grand nombre d'ambassades. Quand on pose la question, généralement on me dit l'endroit où il y a le plus de diplomates, c'est Washington, c'est des grandes places internationales. C'est en Belgique, c'est ici à Bruxelles, qu'il y a le plus grand nombre de diplomates. Il y a à Bruxelles aujourd'hui 5244 diplomates. C'est le chiffre le plus élevé du monde. Il y a 285 missions diplomatiques, ce sont des ambassades. Ce sont donc 285 pays qui sont représentés par des ambassades ici en Belgique. C'est la première ville d'accueil des organisations internationales. Il y a à Bruxelles 2197 organisations internationales qui possèdent des locaux à Bruxelles. Ça représente un budget annuel d'1,4 milliard d'euros et ça représente, aujourd'hui c'est important, on a des jeunes qui sont là, ça représente pour tout jeune un espace d'emploi qui est extrêmement important
et pas n'importe quels emplois. Ce sont des emplois d'un certain niveau, qui sont extrêmement bien payés, qui sont donc, si vous faites des études sur les langues, etc., vous avez des chances aussi de trouver des emplois dans ces organisations internationales. Trop souvent, les candidats belges ignorent ça, c'est pour ça que je vous explique ça. Il y a 11 000 emplois en permanence qui sont des Belges, des gens qui vivent ici en Belgique et qui sont belges, qui travaillent dans ces organisations internationales. C'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que le Belge est favorisé dans ces organisations internationales? S'il connaît les langues en tout cas, parce que ça coûte évidemment beaucoup moins cher, par exemple, à une ambassade ou à une organisation internationale qui est localisée à Belgique, de prendre des gens qui sont de Belgique, ce qu'on appelle le personnel local. Parce que s'ils doivent les faire venir de leur pays, il y en a qui viennent de leur pays, mais s'ils doivent en faire venir beaucoup de leur pays, le problème qui se pose, c'est qu'ils doivent les loger, financer des primes d'éloignement et des choses comme ça coûte beaucoup plus cher. C'est la première ville au niveau européen des congrès, c'est la deuxième ville au monde, après Singapour, au niveau des congrès. C'est donc à Bruxelles qu'on organise le plus grand nombre de congrès dans le monde. C'est la 5e ville d'affaires la plus importante en Europe après Londres, Paris, Francfort et Barcelone. La capitale de l'Europe, c'est à la fois Bruxelles et Strasbourg, mais toutes les institutions sont ici à Bruxelles. Tous les organes politiques de l'Union européenne sont représentés à Bruxelles. Le Parlement européen vous y êtes, le Conseil, les ministres, la Commission, le Comité économique et social, le Comité des régions, et tous les conseils européens se tiennent ici. Nous avons ici à Bruxelles, ça c'est des pas strictement européens, mais ça renforce évidemment le rôle de Bruxelles au niveau économique, au niveau social, au niveau humain, au niveau intellectuel aussi. L'OTAN est ici, le secrétaire général du Benelux, l'Eurocontrol, c'est navigation aérienne. Plus de 300, au-delà de 285 ambassades des pays, vous avez encore plus de 300 représentations d'autorités régionales et locales. C'est quoi? Ce sont en fait des ambassades d'organisations régionales. Donc vous imaginez ce que tout ça représente. Alors, on entend souvent dire, il y a tellement de fonctionnaires qui sont tellement bien payés. Est-ce que tout ça n'est pas excessif? Est-ce que tout ça ne coûte pas trop cher? Pour vous donner une idée, au niveau de la commission, par exemple, qui est comparable à un État, bon, au niveau de la commission, il y a 24 000 fonctionnaires. Mais vous devez savoir que rien que pour la ville de Madrid, il y a 26 000 fonctionnaires. Donc on fait tourner toutes ces compétences avec 24 000 fonctionnaires, ce qui est vrai. Je vous dis aussi, c'est intéressant de faire des études, de faire des examens, pour participer, pour entrer dans ces instances, parce que c'est vrai que ce sont des fonctionnaires qui sont très bien payés, ce sont des métiers qui sont extrêmement bien payés. C'est vrai aussi qu'un fonctionnaire européen doit passer par des examens, des concours, c'est par classement. Bon. 2, il doit connaître parfaitement 3 langues, savoir négocier dans la langue, savoir parler et écrire les langues, savoir négocier dans les langues. Je peux avoir beaucoup négocié dans ma vie. Je peux vous dire que négocier dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, il faut très bien posséder la langue. Donc il faut connaître 3 langues européennes, c'est important de le dire, et ces fonctionnaires ont un statut qui est effectivement important et intéressant. Ici au Parlement européen, vous avez 6 134 fonctionnaires. Au total, la présence des institutions européennes et internationales à Bruxelles génère de 13 à 14%. De 13 à 14% de l'emploi et du produit intérieur brut de Bruxelles. Donc Paris, elle génère un pôle d'emploi d'environ 60 000 à 65 000 personnes. Voilà. Alors, que fait l'Europe pour vous, citoyens? D'abord, elle vous garantit de vivre dans un espace institutionnel, dans un pays, dans une communauté où vous avez la liberté, la tolérance, le respect des droits humains, la démocratie, le droit de tout dire, le droit de critiquer, le droit de dénoncer, le droit de... Vous avez les casse-lignes, évidemment redresser les écarts ou les dérives. Je pense que c'est important. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Eh bien, pour financer le fonctionnement de toutes ces politiques européennes, pour financer le fonctionnement de la Commission, ce gouvernement de l'Europe, pour financer le Parlement européen, vous devez savoir que ça coûte 1%. 1%.
du PIB, 1% du produit intérieur brut européen. C'est ça que ça compte. Pas plus. Parce que j'entends beaucoup, parfois certains nationalistes, qui sont souvent d'ailleurs des gens d'extrême droite, ou qui sont des anti-européens, je les entends souvent parler de ce que ça coûte 1% du produit intérieur brut. Donc c'est 1% de toute la richesse créée. J'ajoute que toute cette masse d'argent retourne dans les États d'une manière ou d'une autre à raison de 94%. Alors vous me dites, mais qui sont les autres? Les autres 100%, c'est l'aide publique au développement. Ce sont les moyens financiers que l'on consacre aux pays en développement et à la politique étrangère. Par exemple, c'est l'Europe qui est très très loin, le premier donateur mondial d'aide publique au développement. Par exemple, nous dépensons annuellement 66 milliards d'euros, Europe et États membres, 66 milliards d'euros pour financer l'aide publique au développement. Sur ces 66 milliards d'euros, il y a plus ou moins 80% de ça qui va à la dépense de cela. Voilà. Donc, on peut pas dire que ça coûte énormément, puisque ça représente un des gros problèmes d'ailleurs. Ça, c'est une opinion personnelle, c'est qu'on devrait avoir. On suffirait de doubler ça pour qu'on puisse. On fait des miracles. Il n'y aurait plus de problèmes sociaux. Malheureusement, les États membres restent encore toujours opposés à donner plus d'argent pour l'Europe. Et donc, il faut un peu, moi je le regrette, vraiment amernement. Alors, pour faire un dernier élément, pour faire un élément de comparaison, ce qui correspond au niveau européen aux États-Unis, disons, appelons ça, pour que vous compreniez mieux ce que c'est, le niveau Obama. Bien, le niveau Obama, lui, il prend, ou il utilise, il a comme budget 24% du produit intérieur brut américain. Ça veut donc dire que toute chose restant égale, il a 24 fois plus que le niveau, je vais appeler ça Juncker maintenant, le niveau européen. Bon, donc, pour vous dire qu'on est encore loin des États-Unis, d'Europe, et pour vous dire que quand on voit tout ce que l'Europe apporte en confort, tout ce que l'Europe apporte en solidarité, tout ce que l'Europe apporte en garantie démocratique, c'est évidemment très peu payé, très peu payé pour avoir tous ces avantages. J'ajoute que l'Europe, évidemment aussi, établit, je l'ai dit tantôt, les normes de qualité environnementale, les normes de qualité alimentaire, tout ce qui fait, dans le fond, la vie quotidienne des citoyens est directement touché par l'Europe, et au fond, c'est le niveau européen qui protège le mieux le citoyen. Donc, je sais bien que certains rêvent de retourner en arrière et de retourner vers les États. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que les pères fondateurs de l'Europe, par exemple les Belges, qui ont été les pères fondateurs de l'Europe, imaginons qu'ils n'aient pas eu la vision d'anticipation sur l'avenir et qu'ils aient dit non, nous, ça ne nous intéresse pas d'être dans ce noyau et d'être dans l'Europe. Ils auraient été restés en fait en dehors de l'Europe. Aujourd'hui, nous aurions un niveau de bien-être qui serait aux alentours, ça a été étudié, calculé, aux alentours de 30% moins bon que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir que si vous comparez tous les avantages en Belgique, vous verrez que la Belgique, en termes de bien-être, se situe en fait vraiment au top du bien-être au niveau européen. Voilà. Alors, je pourrais évidemment vous parler de la nécessité d'avoir une défense européenne, je pourrais vous parler de tout ça, mais une fois que je me lance, ça va durer tout longtemps, il faut bien que vous ayez l'occasion de poser des questions. Alors, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est l'Europe, c'est à mon avis la plus belle idée politique moi je pense que c'est de l'humanité, parce que vous savez, quand même, quand on voit tous les conflits qu'on rencontre dans le monde, quand on voit ça, il faut quand même se rendre compte que des pays, spontanément, tirent les leçons de leur histoire la plus douloureuse, qui sont des guerres, pour dire maintenant ça suffit, on ne fera plus jamais de guerre. Et on va essayer de mettre ensemble nos atouts, les moyens que l'on a pour créer